Inflation, taux d'intérêt, monnaie, le rôle, l'influence des banques centrales et des banquiers centraux questionnent aujourd'hui. Les déclarations de Jérôme Powell et de Christine Lagarde sont commentées, analysées, parfois même avant qu'elles soient prononcées. Les banques centrales ont un mandat, elles sont réputées indépendantes. Pour la Fed et la BCE, toutefois, ces mandats sont un peu différents. Mais le principal rôle d'une banque centrale, c'est bien de garantir la confiance dans la monnaie avec une arme principale, celle de maîtriser l'inflation. Autour de 2%, c'est le chiffre qui est considéré comme bon par les banques centrales elles-mêmes. Dit comme ça, cela semble vraiment très simple. Mais voilà, les décideurs, économistes, experts, analystes, euh, pour eux, il y a deux écoles. On va rencontrer deux écoles sur le rôle d'une banque centrale. La première qui part du principe que le banquier central doit respecter le mandat, rien que le mandat. La deuxième estime que les banques centrales peuvent être plus interventionnistes en fléchant notamment les bons investissements et donc finalement faire un peu de politique. Je simplifie bien sûr. Tom Benoît, vous êtes philosophe et essayiste, fondateur de la revue Géostratégie Magazine et entrepreneur. La monnaie est depuis son invention un outil de développement des pays, des empires, une arme ou un moyen de faire nation. Vous vous intéressez donc évidemment au rôle des banques centrales. Alors vous êtes de quelle école? Vous êtes le mandat rien que le mandat ou un peu d'intervention? Alors, le mandat inclut le mandat naturellement, mais le mandat inclut de l'intervention. C'est là où il faut redéfinir le concept. C'est-à-dire qu'une banque centrale, votre résumé est très juste, premièrement, doit garantir la crédibilité et la stabilité de la monnaie. Stabilité considérée comme étant juste entre 1 et 2% d'inflation. Mais la Banque centrale européenne, notamment, considérait qu'1 à 2% d'inflation, ça n'était pas assez. Et qu'il fallait qu'il y ait plus d'inflation. C'est là que le problème est apparu. L'un des problèmes, on va dire que l'une des origines du problème principal est apparue. Parce que, à force de taux négatifs, pendant une vingtaine d'années, à force de création d'une bulle sur plusieurs marchés, le principal étant l'immobilier. J'ai discuté, je citerai pas de nom, avec un ancien ministre, je citerai pas la fonction exacte pour pas qu'il soit reconnu, qui me déclarait qu'il fallait absolument qu'il y ait un choc de l'immobilier et qu'il y ait une baisse de 20-30% du prix de l'immobilier en France. Mais si vous menez une politique qui induit une baisse du prix de l'immobilier, du marché de l'immobilier de 20 à 30%, c'est nos concitoyens que vous ruinez. L'essentiel du patrimoine des Français aujourd'hui est investi dans quoi? Dans l'immobilier. Donc le problème n'est pas de faire baisser, enfin la solution n'est pas de faire baisser le marché de l'immobilier pour permettre de répondre à la crise du logement, mais de permettre à nouveau aux Français, vous me présentiez comme entrepreneur, c'est juste de pouvoir entreprendre, mais je veux dire, je fais partie d'une espèce en voie de disparition, et c'est de plus en plus compliqué également. On n'entreprend plus de la même façon en France qu'on pouvait entreprendre il y a quelques décennies, et de permettre également aux entrepreneurs de pouvoir rémunérer leurs salariés correctement. Alors, les prix élevés de l'immobilier, on est bien d'accord que c'est dû à l'argent gratuit, donc, et même moins Oui, cher que bien gratuit. sûr, bien Donc, sûr. c'était bien le rôle des banques centrales. C'est-à-dire que les banques centrales qui ont tenu les taux si faibles pendant une petite dizaine d'années ont provoqué en fait cette bulle immobilière. Mais les banques centrales ont fait, je le dis en toute transparence, absolument l'inverse dans 9 situations sur 10 de ce qu'il fallait faire pour que la situation évolue convenablement. Cela signifie qu'à partir du moment où vous sortez de 20 années de taux négatifs, si j'étais banquier central, si j'étais le président de la Banque centrale européenne, puisque Banque de France malheureusement il y en a plus, il y a un gouverneur mais il y a plus d'émission de monnaie. Au sortir de 20 années de taux négatifs, je dirais très directement: «Bon, j'ai compris, on s'apprête à avoir une crise sans précédent, principalement sur le marché de l'immobilier. On octroie du crédit par le biais des banques commerciales. Mais en aucun cas on ne fait du quantitative easing. Le quantitative easing, le fameux assouplissement quantitatif, est apparu au Japon en 99-2000, 6 années d'inflation, ingérable. Les Japonais en sortent en 2006 en disant plus jamais de quantitative easing, on n'y touchera plus, c'est une catastrophe. Mauvaise gestion, ils y sont revenus un peu plus tard également. Et nous, on entame sous l'ère Draghi en 2014-2015 des achats massifs de titres obligataires des États membres de la zone euro, ce qui était absolument interdit par les traités. Mais c'était pour injecter des liquidités, c'est ça Oui, c'était l'objectif. pour créer, comme vous le dites si justement, de l'argent magique. Magique d'une part, mais qui est de l'argent tout de même, c'est-à-dire
de la monnaie hélicoptère plus précisément, comme on l'appelait dans les années 80. C'est de la monnaie qui est diffusée pour un but bien précis. Mais à ce moment-là, la banque centrale n'est plus une banque centrale, ça devient un organisme de gestion de budget. Et le problème aujourd'hui, c'est que j'échange régulièrement avec un ami qui s'appelle Jacques Delarosière, ancien gouverneur de la Banque de France, patron du FMI, et qui me disait: il faudrait créer aujourd'hui un organisme qui contrôle les banques centrales. Et je lui disais: mais Jacques, ça existe déjà. Il y a la BRI, il y a le Fonds monétaire international, il y a l'autorité des marchés financiers, pléthore d'organismes qui contrôlent le système. Mais le problème est justement que des personnes comme toi, donc comme Jacques Delarosière, qui à l'époque se contentaient de respecter leur mission et de répondre à leur mission, cela n'existe plus. Les dirigeants aujourd'hui, que ce soit les banquiers centraux ou des autorités des marchés ou les ministres de l'économie, sortent de leur champ d'action. Il leur vient une idée et se disent, ou on leur suggère une idée, et se disent, ben, on pourrait faire ça pour diriger un peu vers... Et c'est là que le système faillit. Si vous créez un organisme supplémentaire, mais qui va lui aussi sortir de sa vocation, vous vous retrouverez absolument au même point. Alors on va revenir là-dessus parce qu'effectivement, c'est les déclarations de Christine Lagarde récentes, elle flèche. Elle dit transition écologique, il va falloir financer Oui, ce qui va accompagner la transition écologique ou énergétique. une transition écologique, qui plus est une transition politique, hein, parce que très sincèrement, je suis le premier à être écolo, à défendre l'écologie, mais absolument pas l'écologie de doxa qui est représentée par les mouvements politiques contemporains. Alors elle parle de transition, d'accompagner la transition parce que Ouais. le monde doit changer. En tout cas, elle fait partie de cette réflexion-là. Et donc, quand vous dites que la Banque centrale fait de l'hélicoptère monnaie, en fait, elle n'en fait pas, puisque elle n'a pas d'action sur la dépense de l'argent. Elle a de l'action Si, pour indiquer aux banques, voilà, je vous donne de l'argent et faites ceci ou faites cela. Et ce qu'on a non, vu récemment, c'est que les banques l'ont pas fait. mais il y a déjà des titres obligataires dits verts qui ont été émis par la France. Si un titre obligataire est vert, qu'est-ce que cela signifie? Qu'il a pour vocation de financer la transition écologique que vous convoquiez précédemment. Donc évidemment que la dépense est ciblée. Un titre obligataire vert, c'est une impression de monnaie pour la transition écologique. Donc oui, la Banque centrale européenne, le gouvernement français, le gouvernement de Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, euh, contribuent à de l'impression monétaire ciblée. C'est une réalité, mais ils le savent, Mais oui, ils je font de la n'informe politique. pas. Le gouvernement, ils ont le droit de faire de la politique. Attention, parce que lorsque vous êtes ministre de l'économie, vous devez, premièrement, de travailler avec les banques centrales. Auparavant, c'était différent à l'époque de Mitterrand, parce qu'il y avait la Banque centrale française, justement, qui émettait de la monnaie pour garantir votre souveraineté, avant toute chose, et pour éviter toute forme ou tout tremplin vers du capitalisme de connivence. Parce qu'il ne faut pas avoir peur de parler de ça également. Aujourd'hui, si vous parlez de capitalisme de connivence, on vous saute tout de suite dessus en disant mais vous êtes un complotiste, vous avez le culot de dire qu'il pourrait y avoir des amitiés qui découlent sur des contrats. Mais c'est dans la nature humaine, mais moi aussi j'en fais du capitalisme de connivence. Je suis entrepreneur, j'ai une société de conseil, si on me propose de me payer gracieusement pour une tâche qui relève pas de la torture de surcroît, mais qui peut faire évoluer la société et qui peut m'avantager, je le fais. Ouais. C'est-à-dire Donc que si vous trouvez des c'est clients par réseau, vous avez le droit. c'est dans la nature humaine et c'est dans la nature de l'entrepreneur. Donc c'est pour ça qu'il faut que les institutions soient sacrées et qu'il y ait une dimension à la fois cachée et sacrée dans les institutions qui contrôlent le système. Parce que si les institutions ont elles-mêmes des motivations concrètes sur l'évolution de la société, vous ne pouvez plus garantir le système. Là, vous considérez qu'à partir du moment où l'institution dit, bah, on voit qu'on a un sujet sur la transition énergétique, écologique, appelons-la comme on veut, ça, obligatoirement, ça va provoquer de la connivence parce qu'il y a des entrepreneurs ou des entreprises ou des grandes entreprises ou d'autres Bah, institutions qui ça a peuvent été le répondre à ce cas, besoin. en Allemagne, la transition écologique qui a été financée, c'est le gouvernement allemand qui a été obligé d'injecter, 15 000 000 pour une très grosse société privée que je ne citerai pas, il y a seulement 2 mois parce que les plans ont été, un flop tout simplement. Alors, revenons sur nos banques centrales, qui aujourd'hui, on les a beaucoup vues parce que limite, on ne savait même pas qu'elles existaient quand Oui, les taux étaient à zéro. Et là, quand elles ont eu besoin d'intervenir, alors trop tardivement pour certains, parce que l'inflation était déjà là, mais eux, ils ont une définition très,
très précise de l'inflation. Il faut qu'elle soit Ouais. durable, etc. Donc ils attendaient qu'elle soit durable. Dans leur esprit, euh, en fait, ils sont intervenus et si on regarde les taux d'inflation un an ou un an et demi après, ils sont plus très loin de leurs 2%, donc ça a fonctionné. Mais parce qu'ils comptent très mal l'inflation, je veux dire, j'ai l'impression d'être le seul à dire une chose aujourd'hui qui est celle-ci, c'est que vous comparez la situation de la France, puisque les personnes qui nous écoutent connaissent mieux la France, on va dire, que l'Europe ou le reste du monde sur le plan immobilier. Donc génération de vos parents, vos grands-parents, 1975. Vous avez de l'inflation en Ouais, 1975. 14 ou Vous avez 15% même, hein. de la croissance également. Ouais. Vous avez des prix de l'immobilier qui sont comme ça, même au-delà de l'inflation. Et lorsque vous vous endettez sur 15 ans, vous vous endettez à combien? 10%, parfois 15% même. Bon, aujourd'hui, vous avez de l'inflation, vous avez plus de croissance. Lorsque vous vous endettez à 4%, on considère que c'est déjà élevé. Mais si on parlait de 5 ou 6%, ça paraîtrait démesuré. Or, on s'endettait à 15%. Sauf que lorsque vous endettez pour acheter un bien immobilier, le marché étant comme ça, au moment du remboursement de votre crédit, vous aurez perdu. Donc ce que je suis en train de dire aujourd'hui, c'est que lorsqu'on parle de taux d'intérêt réel, inflation défalquée déduite, ça n'est pas réel. Parce que l'essentiel de l'impression monétaire par les banques commerciales, c'est-à-dire par l'octroi de crédit, se fait pour acheter de l'immobilier, pas pour acheter des œufs, du lait ou des chips. Je sais que l'INSEE compte tout un panier de produits aujourd'hui. Alors là aussi, il y a des problèmes de santé publique parce qu'on considère que ça fait partie des produits les plus consommés par les Français. Et ce ne sont pas des produits frais, des produits de grande consommation, qui sont payés avec de l'argent qui provient de l'octroi de crédit par les banques commerciales. C'est bien de l'immobilier qui est financé par l'octroi de crédit. Donc c'est là où je dis qu'aujourd'hui, le grand problème, c'est que si vous vous endettez à 4%, mais que votre bien immobilier, d'ici à 20 ans, aura perdu 40% de sa valeur, vous allez vous trouver dans une situation totalement inédite et qui n'aura rien à voir avec la situation de la France dans les années Qui 70. explique sans doute que le marché de l'immobilier est un peu figé parce que les gens n'osent pas vendre ou n'osent pas acheter. Enfin, c'est-à-dire que tout le monde se regarde en se disant comment je vais être mangé pour cette Oui, bien raison-là, sûr, sans doute. ouais. Et puis également parce que l'État s'est attaqué, on va dire, à la rentabilité locative. Il y a des signaux qui sont envoyés. Vous savez, dans le commerce, il y a beaucoup, que ce soit sur les marchés financiers, dans l'entreprise, où il y a beaucoup de ressenti, de feeling. On voit bien par rapport aux déclarations des ministres de l'économie successifs sur les bailleurs qui proposent du Airbnb et de la location saisonnière, une forme de stigmatisation pour ainsi dire, qui a induit un climat de frilosité pour nos concitoyens qui ont un patrimoine immobilier. Donc il y a tout ça qui entre en ligne de compte Ce qui également. induit sans doute aussi une mise sur le marché d'un certain nombre de biens qui ne pourront plus être loués Alors aussi, en moi, il y a une chose qui me dépasse, c'est que nous sommes, allez, 5e, 7e puissance du monde. En réalité, en PIB par habitant, on est 25e. On était 11e il y a 30 ans. Et on considère que dans un pays qui est quand même une grande puissance, on rêve plus d'une France de propriétaires, on rêve d'une France de logés sociaux. Il y a 70% de personnes qui sont éligibles au logement social en France. Il n'y a pas assez de logements sociaux, hein, mais on considère que 70% des Français devraient être dans un logement social. Mais c'est dingue! On est entré dans l'ère de l'irrationnel à ce niveau-là. On va revenir sur les banques centrales et la monnaie dette, et donc les obligations, les OAT ou les Ouais. obligations d'État. Jusque-là, c'était un placement considéré comme hyper sûr. C'est-à-dire que vous Oui, c'est aviez fini. de l'argent, de l'épargne à placer, vous aviez très très peur. Vous disiez que vous achetiez des obligations d'État, des bons du Trésor, Vous ne gagnez et rien, mais c'était sûr. exactement, votre argent. Et là, on s'est aperçu, avec les faillites des banques californiennes, que ces obligations pouvaient ne plus rien valoir non plus. C'est-à-dire qu'elles se sont Ouais. auto-concurrencées. C'est un effet pervers, en fait, de la hausse des taux, ça. Oui, c'est un effet pervers de la hausse des taux parce que alors, vous parlez des banques californiennes, la hausse des taux d'intérêt directeur par les banques centrales a induit sur les banques 2 effets. On peut s'en apercevoir aujourd'hui après une bonne année, on va dire, de remontée de hausse, je dirais pas surprenante, mais abrupte. Premièrement, vous avez le taux de la facilité de dépôt qui a été, monté. Donc forcément, les banques ont récolté plus de d'intérêt qu'elle n'aurait récolté si le taux de la facilité de dépôt avait été, plus bas. Puisque lorsque la banque commerciale dépose de l'argent sur son compte auprès de la banque centrale, lorsque le taux de la facilité de dépôt est plus élevé, on lui rémunère son argent. Par ailleurs, qui est-ce qui achète des obligations d'État?
généralement, sont pas des particuliers qui ont un bas de laine trop conséquent, qui savent plus où le mettre, sont des banques, des compagnies d'assurance, essentiellement. Il y a des sociétés financières et non financières, mais essentiellement, ce sont des banques et des compagnies d'assurance. Et la remontée des 3 taux directeurs de la BCE et à la Réserve fédérale a induit une perte considérable de valeur du stock d'obligations précédemment émises. Ça veut dire que bien des banques commerciales ont perdu énormément par rapport à la détention d'obligations qu'elles avaient dans leur portefeuille. Donc il y a des banques, on le voit en Espagne, il y a certaines banques espagnoles qui ont eu des bilans en 2023 plutôt favorables parce que finalement, la situation était compliquée en Espagne il y a quelques années, ça n'était pas les banques qui avaient le plus d'obligations, les banques espagnoles, et là, elles avaient du cash qui a été mieux rémunéré auprès de la banque centrale. Par contre, vous avez des banques américaines qui avaient beaucoup d'obligations, qui se trouvent en très très grande difficulté. Il y en a une là précisément aux États-Unis qui est en difficulté, et ce à quoi il faut s'attendre, c'est une stabilité, on va dire, du système, parce qu'il faut quand même être concret. On me pose très souvent la question, on dit: «Bon, bah, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui alors?» Et le but n'est pas de donner un conseil précis, c'est pas du conseil en finance, mais pour être quand même cohérent, aujourd'hui, si vous avez beaucoup de cash, de la liquidité, de l'argent sonnant et trébuchant, vous avez 1 000 000, 2 millions ou plus, plusieurs dizaines de millions. Personnellement, je le laisse pas sur un compte en Sur un compte France. courant. Courant ou pas, je le laisse pas dans une banque française. Parce que vous êtes dans une banque française. Aujourd'hui, vous avez quand même entendu Bruno Le Maire, il y a quelques jours, nous dire, «On a 30 000 milliards d'épargne sur, le territoire européen, sur la zone euro, qui pourraient être investis dans des causes» que vous citiez précédemment, notamment la transition écologique. Donc, au départ, on parle des intérêts, la réorientation des intérêts. Ça, on en avait parlé sur le livret A. On pourrait réorienter les intérêts du livret A plutôt que vers le logement social, comme ça se fait, vers l'effort de guerre en Ukraine. Et puis après, petit à Oui, petit, ou on se sur dira, l'industrie de l'armement. Il y a un ou député qui a proposé, ou des députés qui ont aujourd'hui sur proposé l'industrie ça. de l'armement. Ça, c'est le premier débat. Donc, on affole un petit peu, très rapidement, on dit: «Non, mais calmez-vous, on va pas vous prendre votre argent, la question n'est pas là». Mais petit à petit, l'idée aura germé. Donc, on pourra quand même avancer vers ce stade de se dire: «Bah, pourquoi pas exploiter l'épargne?» Donc ça, c'est une insécurité qui est purement européenne. Parce que si vous allez aux États-Unis, et on en parlait précédemment en préparant l'émission, en discutant, aux États-Unis, mais pas un seul dirigeant, que ce soit de l'administration Biden aujourd'hui ou à la Réserve fédérale, ne pourrait s'exhiber à la télévision en disant: «Écoutez, chères Américaines et Américains, vous avez beaucoup d'épargne, on pourrait l'utiliser pour, construire un mur, par exemple, pour se protéger des Mexicains», même si beaucoup de républicains veulent le faire. C'est absolument inenvisageable. Donc ça, premièrement, ce qu'il faut noter, c'est que c'est une déviance socialiste d'une gouvernance européenne qui se socialise. Et là aussi, il faut le dire très directement, et beaucoup ont peur d'afficher ces opinions parce qu'elles sont presque «interdites» entre guillemets, mais la patte de l'Union européenne aujourd'hui, c'est une patte qui se socialise. Ça, c'est une réalité. Et vous avez un troisième monde, qui n'est pas la Chine. Parce que la Chine, ça devient le nouveau cœur du monde avec les États-Unis, mais c'est un cœur de monde qui est impénétrable. Et vous avez le Moyen-Orient par contre, Émirats arabes unis, Qatar, Arabie saoudite. Et là, vous vous apercevez que tous les gros déposants, tous les détenteurs de liquidités partent dans des banques au Qatar, au Moyen-Orient et en Arabie saoudite. Parce qu'il suffit d'aller à Dubaï pour s'apercevoir que, premièrement, vous prenez des groupes comme LVMH, tous ces groupes-là, l'essentiel de leur chiffre d'affaires est fait là-bas. En Asie, hors Japon, d'ailleurs, 40% du chiffre d'affaires de LVMH, et après au Moyen-Orient. Et donc il y a une stabilité sociale, sociétale et bancaire. Donc si vous êtes déposant, vous vous dites: «Je vais retirer mon argent d'une zone qui est risquée et je vais le déposer dans une zone qui l'est moins». Ça veut dire que vous constituez le terreau pour des bank runs. À quel endroit? En France et en zone euro. Alors, on va revenir, parce que c'est vrai que l'idée des Américains qui n'accepteraient pas que leur épargne soit mobilisée par un gouvernement. Impossible! Mais après, c'est pas la même épargne. C'est-à-dire que nous, on est, alors surtout en France. En France, on est un vrai pays d'épargnants. C'est-à-dire il y a pas de compte courant rémunéré, ou très peu. Les gens ont beaucoup de mal avec les fonds de pension, donc c'est pas les mêmes dispositifs et la même population. C'est-à-dire qu'on est aussi un pays qui accepte que le gouvernement le sauve des flammes de l'enfer régulièrement aussi.
C'est pas tout à fait juste, alors attention, parce qu'il faut redéfinir le concept. Vous savez, il n'y a pas de frontière entre socialisme et libéralisme, contrairement à ce qu'on imagine. Si vous êtes libéral, vous pouvez gagner votre vie avec 5 000 € par mois, 50 000 ou 5 millions, voire beaucoup plus. Si vous êtes socialiste, vous gagnerez votre vie tout au plus avec 2 000 € d'allocation et d'aide au logement si vous avez 4 enfants et que vous êtes fraîchement arrivé sur le territoire, ou pas forcément Ça faisait même. très longtemps que j'avais pas entendu le mot socialiste autant, hein, quand même. Bah, non, mais bah, il faut le C'est préciser parce qu'il y a 2 systèmes, hein. Aujourd'hui, il y a un système libéral ou un système socialiste et il y a absolument aucune frontière entre les 2. On ne peut pas avoir un on peut système dire il y a libéral un un peu système socialiste. individualiste et un système qui est plus pour le commun. Pas nécessairement, parce que le libéralisme induit également le sens de la responsabilité, et c'est-à-dire la responsabilité sociale. C'est là la part sociale du libéralisme. Moi, je veux dire, je suis un libéral à 100%. Je suis pour la retraite à 60 ans, en France. Pas en l'état actuel des choses, c'est impossible. Et la réforme qui a été faite, il fallait la faire. Mais c'est une réforme scandaleuse. Parce que lorsque vous avez un outil comme la France entre les mains, qui peut être véritablement une grande puissance, vous devez avoir une retraite à 60 ans pour nos concitoyens, vous devez avoir un système de santé qui ne laisse pas dans des préfabriqués des personnes aux urgences sur le bas-côté, pendant le même temps, lors duquel vous faites un effort de guerre pour un pays étranger, vous envoyez de l'argent à tort et à travers, vous ponctionnez vos agriculteurs pour faire fonctionner un système, vous avez 60% de dépenses publiques. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, revenons sur nos banques centrales, Ouais. parce qu'on digresse, mais en fait, on digresse pas tout à fait. Mais en tout cas, revenons sur les banques Non, non, mais centrales. je vous laisse On, diriger. on est, on est aujourd'hui sur l'euro, avec la création annoncée d'un euro numérique. Oui. Alors ça vous fait bondir, je le sais Ouais. déjà. Mais pourquoi ça vous fait bondir? Finalement, c'est dans l'air du temps, on va dire. Non, mais parce que je vais vous dire une chose qui est très simple, c'est que la Banque centrale européenne s'amuse à un jeu de questions-réponses sur son propre site, je crois qu'il est toujours en ligne. Est-ce que l'euro numérique, qui s'appellera peut-être Cash Plus apparemment, a pour vocation de remplacer les pièces et les billets? Non, la Banque centrale européenne se répond elle-même, il a pour vocation de complémenter les pièces et les billets. Mais moi, je réponds à la Banque centrale européenne, les cartes bleues, les virements sur Internet, tout ceci, c'est déjà de la monnaie numérisée qui complète les pièces et les billets. Donc premièrement, la comparaison entre l'ère est numérique, le papier c'est fini, le billet, les pièces en argent c'est terminé, il va falloir que la monnaie soit numérique aussi, c'est de la supercherie. La monnaie est déjà numérique. C'est la monnaie scripturale, et ça c'est une réalité fondée. Je veux dire, tous les auditeurs et tout le monde le comprend. Effectivement, l'essentiel de la monnaie aujourd'hui est déjà numérisé. Sauf qu'avec un euro numérique, vous ne numérisez pas un euro pour pouvoir faire passer des paiements, pour valider des paiements. Vous créez, au sein même d'une banque centrale européenne, en l'occurrence, ou aux États-Unis, parce que c'est pas seulement européen, mais d'un organisme émetteur de monnaie, une seconde structure monétaire. Ça veut dire que l'euro numérique, ça n'est pas un euro qui est numérisé, c'est un nouvel euro. Oui, c'est de l'euro banque centrale, hein. C'est de l'euro banque C'est centrale, pas mais c'est pas le même l'euro que pour vous et l'euro. moi. Et il n'aura pas le même cours que l'euro. Ça veut dire que vous pourrez avoir une fluctuation du cours sur le marché d'échange de l'euro traditionnel, et vous aurez aussi le cours. Ça va être un euro pour vous et moi, parce que la différence, c'est que jusqu'à présent, ce sont seulement les banques commerciales qui ont un compte auprès de la Banque centrale, mais aujourd'hui, on va avoir également, avec Cash Plus, un compte auprès de la Banque centrale. Les concitoyens ont directement un compte auprès de la Banque centrale. Et ce que je suis en train de dire là dans notre discussion Ça, porte c'est bien, ça, exactement. on est bien d'accord. C'est bien que le concitoyen, vous qui défendez que il faut que ce soit Mais absolument que pas. l'argent soit réinjecté dans l'économie réelle. Ah non, mais qu'est-ce que je vous disais au début de la discussion? Les organismes de contrôle et de gestion ne doivent pas outrepasser leurs règles et leurs vocations. Vous savez combien de banques commerciales sont régies par la Banque centrale européenne? 113. Aux États-Unis, par la Fed, il y en a encore plus. Je veux dire, il n'y a pas suffisamment de banques commerciales dans le monde pour effectuer le travail de banque commerciale sans que les banques centrales elles-mêmes doivent fournir des comptes à la population. On a aussi vu pendant la période post-Covid que les banques commerciales n'arrivaient pas à dépenser l'argent. C'est-à-dire qu'ils n'arrivaient pas à réinjecter l'argent dans le monde réel, dans l'économie Oui, réelle. mais ça, c'est Donc il un. faut bien trouver une solution. Ah oui, mais elle passera pas par l'octroi de comptes par les banques centrales, parce que les banques centrales, si on prend l'exemple de la BCE, elle a un bilan négatif, ça a été annoncé il y a 3 semaines, elle affiche des pertes assez lourdes, ce qui est une première depuis 20 ans. Donc la béquille est fracturée, si je puis dire. Le compte banque centrale, s'il existait, pour le particulier, ça va être pour le social, ou ça va être pour financer les politiques publiques
de manière un peu indirecte. Détourné, on peut s'y attendre, parce que Indirecte. on est entre nous, si je puis dire. Très directement, j'ai pour habitude de dire, lorsque j'en parle dans des cafés, des dîners, en aparté, vous allez avoir une monnaie business et vous allez avoir une monnaie sociale. Et la monnaie numérique de banque centrale, que ce soit en Chine, en euros, à la Réserve fédérale aux États-Unis, sera la monnaie sociale. Donc lorsque vous aurez des plans sociaux, les fameux, parce que généralement les gouvernements en vogue aujourd'hui, dès lors qu'il y a une problématique, arrivent en disant n'ayez crainte, on a un grand plan. Alors, dès lors qu'il y a un grand plan, vous pouvez être certain que le marché sur lequel va s'abattre le grand plan est terminé. Quelques mois plus tard ou quelques années plus tard. C'est le cas pour l'immobilier, pour l'alimentaire, pour beaucoup de choses. Et on peut imaginer que tous les chèques faisant partie de ces fameux grands plans vont être émis sur le compte en monnaie numérique de banque centrale. Parce qu'étant donné qu'on ne pourra plus les financer par de l'imposition ou donc par de la levée d'imposition, parce que les pays de l'OCDE, on voit bien que la levée d'impôts, ça va être plus compliqué, ou alors on va égorger les sociétés, et quelques années plus tard, il n'y aura plus d'impôts non plus, ben on va les octroyer directement par impression monétaire par la banque centrale. Donc plutôt que de passer par un biais très compliqué qui va être de l'impression, de l'achat de titres sur les marchés secondaires de la banque centrale octroiera directement, pour des plans exceptionnels, de l'euro numérique sur un compte qui devrait être plafonné, je crois, à 12 000 euros. C'est ce qui a été annoncé pour le... Oui, c'est généré par des lignes numériques, donc c'est pas compliqué à faire. Bon, c'est à ce niveau-là, quand on parle de plafond à 12 000, qu'on imagine bien ce que je disais précédemment, ça va pas être une monnaie de business, parce qu'avec 12 000 euros, je vois pas quelle société vous allez créer. Bon, ça va être compliqué. Quand on parle de banque centrale et de monnaie, on parle aussi de réserve monétaire, c'est-à-dire la confiance, elle est Ouais, aussi liée à ce que détient en vrai la contrepartie de la banque centrale. On parle d'or, les stocks d'or sont en augmentation pour un certain nombre de pays, la Chine, la Pologne qui s'est mise à acheter beaucoup d'or, le et puis Ouzbékistan également. exactement la Turquie qui Ouais, vend ou qui, ça dépend si les Américains attaquent ouais, la livre ou pas. Euh, et puis, il y a la dette des autres pays. Donc, quand on dit qu'un pays détient des dollars ou de l'euro, en fait, il détient de la dette de pays, il ne détient pas des billets en fait, dans son stock. absolument. Aujourd'hui, est-ce que c'est important pour les monnaies ou pour les banques centrales d'avoir de la bonne dette? Est-ce que ça, on peut parler de ça? Alors, ça, c'est le sujet essentiel sur l'avenir de la monnaie. Premièrement, il faut partir d'un principe, c'est qu'il y a toujours un collatéral monétaire. Le collatéral, c'était l'or jusqu'au 15 août 1971. Ça ne l'avait pas toujours été, mais du système moderne, c'est-à-dire de la société occidentale moderne, Bretton Woods, 45, finance occidentale internationalisée, plus que finance internationale d'ailleurs, puisque c'est une finance occidentale qui a été internationalisée. Le reste du monde s'en est accommodé. L'or était l'étalon. Et ensuite, ça n'a plus été l'or et ça a été l'immobilier. D'où la bulle immobilière. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le vrai collatéral, c'est le collatéral immobilier. Encore aujourd'hui. C'est pas le dollar. Non, c'est pas le dollar Parce que c'est ça a un été le outil. dollar hein, sur Bretton Woods, jusqu'au moment où Oui, les uns et mais les autres ont dit ça sur suffit. décision du décideur, du dominant, mais ça, c'est pas un collatéral tangible. Comme je dis régulièrement, le dollar est aux monnaies ce que l'auxiliaire est au verbe. Sauf que pour les verbes, il y en a deux, être et avoir, et pour le dollar, il y a être et avoir, mais réunis dans une seule monnaie. Ça veut dire que le dollar est plus qu'une monnaie, mais reste quand même presque une monnaie, et pas beaucoup plus, malgré tout. Exactement comme les auxiliaires, je trouve que la comparaison est assez juste. Mais derrière, il faut toujours qu'il y ait des compléments, et il faut qu'il y ait des collatéraux. Et le vrai collatéral aujourd'hui, c'était l'immobilier. Collatéral assez stable sur plusieurs décennies, sauf qu'on s'aperçoit que l'immobilier, lui aussi, est sur une pente relativement glissante. Donc, là encore, pour être très concret, je vais pas vous exposer ce que je voudrais ou ce que j'aurais voulu si la gestion avait été différente ou si les personnes qui dirigeaient me ressemblaient un peu plus ou étaient en accord avec moi. Mais je vais vous dire ce que je pense qui devrait se produire. C'est que le principe de réserve de valeur qui reposait sur le sérieux, la rationalité des institutions et l'évolution convenable de notre civilisation est mort. La réserve de valeur avec un principe de monnaie commune, parce que dans le monde entier, il y a plusieurs monnaies, mais il n'y a qu'une monnaie finalement, ce qu'on appelle le global money, la monnaie fiat, la monnaie traditionnelle, qui fluctue sur le marché d'échange en fonction des, des segments, que ce soit le dollar, l'euro ou le yuan. Ce principe-là est terminé. Et là, vous allez me dire, mais qu'est-ce qui remplace la réserve de valeur? Vous avez les crypto-monnaies, par exemple. Crypto-monnaies, moi, je suis pas un fan. Vraiment pas du On tout. va le voir. On en parlera tout à l'heure. Je vais vous dire pourquoi. Parce que
Le principe des crypto-monnaies n'est rien d'autre que de la monnaie, le système monétaire, qui n'est pas ankylosé par la mauvaise gestion des institutions contemporaines. Parce que si vous prenez même Bitcoin aujourd'hui et que vous dites, bon, on va émettre des Bitcoins verts au prochain halving quand même, et en même temps, on va modifier un peu le système, on va en émettre un petit peu plus, on va faire du quantitatif, bah, le Bitcoin perd tout son sens. Le principe, le succès du Bitcoin, c'est la décentralisation. Mais au-delà du fait, on abordera le sujet plus précisément tout à l'heure, que je suis surpris que les banques centrales laissent entrer le loup dans la bergerie avec des concurrents quand même comme les cryptoactifs, il va y avoir évidemment des actifs de tangibilité, si je puis dire, qui vont être entre l'actif et entre la monnaie, et qui vont former le nouveau système d'échange dans le monde. On a vu que les BRICS ont tenté quelque chose, c'est-à-dire avec Assez des mal, émissions ouais. du FMI ou du... enfin, Ouais, et en fait, en c'est pareil. DTS. Voilà. Ouais. Et donc, c'est le même sujet. C'est-à-dire qu'eux aussi cherchent. Parce que les Russes ont proposé l'or au mois Ouais. d'août. Mais en fait, Et un l'or, ça. panier de devises également. Exactement. Mais l'or, ça pose problème parce que tous les pays ne détiennent pas le même stock d'or. Et il Donc, faudrait que tout le monde l'accepte également, donc la question ça on revient à ce que je disais précédemment, le sujet n'est pas de créer une monnaie, parce que même si vous êtes les BRICS et que vous créez une monnaie avec vos nouveaux codes et que vous dites: «Il faut un étalon, c'est de l'or, un panier de devises», à la rigueur, pourquoi pas? Moi, je dirais c'est assez logique, mais je leur répondrai en aparté: «Jamais les Américains, l'Europe et le reste du monde n'accepteront vos nouveaux diktats ou oui, vos considéreront que nouvelles c'est une exigences». réserve. Oui, voilà. C'est une réalité, c'est une très bonne idée, mais ça ne sera jamais accepté. Donc créer une monnaie qui va s'apprécier sur le marché d'échange d'un système qui est régi par les mêmes acteurs ne serait pas forcément à l'avantage des BRICS. Là, je suis pas dans le secret des dieux, si je puis dire. Je peux pas vous dire ce que feront les BRICS précisément durant les temps à venir. Mais adopter de façon temporaire des émissions du FMI, des fameux droits de tirage spéciaux du FMI, c'est ce que subodore Jacques Sapir, par exemple, qui est assez brillant par ailleurs, qui a écrit dans Géostratégie Magazine et qui a toujours une analyse très aiguisée. Personnellement, je ne crois pas que ce soit un choix judicieux pour les BRICS, et par conséquent, je ne pense pas qu'ils le fassent. Alors, c'est bien parce que vous êtes cohérent, puisque le dernier qui avait eu Je cette m'efforce de idée-là. l'être. Oui, c'est le dernier qui a eu cette idée-là, c'était Keynes, avec le Bancor. Ouais, C'était exactement le même principe, qui avait été refusé à l'époque, puisqu'il y a eu Bretton Woods. ouais, ouais. Mais donc, vous considérez qu'avoir une réserve de monétaire différente, qui soit justement pas liée aux monnaies fiat, ça ne pourra jamais marcher. Bah, c'est-à-dire que si vous avez un outil monétaire qui est mêlé dans un système de monnaie fiat qui, quoi qu'il en soit, heu, est régi par des personnes qui sont vos ennemis, ça ne peut pas marcher. On s'en aperçoit avec le gel des avoirs russes, par exemple. Si vous êtes russe aujourd'hui et que vous vous dites: «Bon, heu, on s'est fait geler des avoirs au sein des banques centrales pour des raisons politiques». Après, j'entre même pas dans le débat, fallait-il le faire ou ne pas le faire? J'ai un avis Ni la évidemment. question légale. Voilà, et ni la question légale, mais c'est encore un autre sujet, et c'est le principe même de la diplomatie. Auparavant, lorsqu'on faisait de la diplomatie, quand on était chef d'État par exemple, on s'asseyait autour d'une table en disant: «On va éliminer toute forme, anéantir tout soupçon de mauvaise foi qui pourrait jaillir au fond de son être le plus profond, et on va s'efforcer de discuter, d'échanger, pour trouver un terrain d'entente, en tout cas pour comprendre l'autre». Aujourd'hui, on ne fait plus de la diplomatie, même lorsqu'on fait de la diplomatie, on essaie de faire du sensationnel. Donc, en dehors de ça, et c'est quand même la diplomatie qui permettait de résoudre ce type de problème, lorsque vous êtes russe, par exemple, on le voit très bien, très clairement sur la situation russe, puisque les Russes sont à côté du monde occidental aujourd'hui. On les a exclus, ils se sont exclus, ça c'est encore un autre débat, mais ils sont à côté du monde Ils ont occidental. trouvé des chemins pour revenir, hein, Ils ont trouvé des en tout cas chemins pour le commerce, pour le pour business. ils le Par voient l'Inde. attention, ils le voient pas comme ça, parce que, ce que voit le Russe lorsqu'il exporte, si vous parlez par exemple de Rosneft, qui s'est procuré 56 tankers en une année, société sur laquelle le Kremlin a la main pour exporter du gaz et du pétrole vers l'Inde, eux ce qu'ils voient, c'est pas que l'Inde le réexporte après en Union européenne, On c'est voit qu'ils qu'ils le ont un vendent en client. Inde. Oui, c'est ça. Ils ont un client, et ils en ont en Chine également. Ils ont construit des gazoducs, ils ont creusé des circuits pour, exporter vers la Chine, donc ils le voient pas en se disant: «On revient quand même en Occident». Non, ils voient qu'ils trouvent un client, c'est tout. Mais à partir de là, lorsque les Russes se sentent ostracisés et se disent: «Ce système de banque centrale occidentale qui maîtrise mal», parce que
ils auraient de bien meilleures décisions à prendre si, je ne veux pas leur donner d'idées, ça n'est pas la question, mais ils auraient de bien meilleures décisions à prendre si, ils calculaient mieux leurs coûts, si je puis dire. Parce qu'ils ont quand même, vis-à-vis de l'Union européenne, beaucoup d'exportations encore aujourd'hui. Ils ont un marché qui est excédentaire. Heu, S'ils abandonnent ce système, ça va pas être pour user des droits de tirage spéciaux du FMI qui siège à Washington. Vous êtes d'accord avec moi? Et c'est quand même un poids lourd la Russie au sein des BRICS, donc j'imagine pas une seconde que les Chinois également, et que ce soit Biden d'une part qui soit réélu, ou que ce soit Trump, qui a quand même une position très corrosive à l'endroit de la Chine, j'imagine pas que les Chinois également se disent non, bah, il faudrait, oui, qu'au sein des BRICS, on utilise les droits de tirage spéciaux du FMI, même de façon temporaire. Donc, trouvons une autre réserve, par exemple le Bitcoin, qui, elle, est pour l'instant totalement et par définition autonome, indépendante, puisque personne, il n'y a aucune autorité, c'est une autorité décentralisée et anonymisée. Et comment vous expliquer qu'il y ait personne? C'est la première chose pour laquelle il y a personne. Moi, j'ai jamais vu une entreprise pour laquelle il y avait personne. Vous connaissez un géant qui est dirigé par personne? Vous connaissez un Troublion ou un géant comme ça, un colosse qui arrive comme un cheveu sur la soupe, qui pèse 1 300 milliards de capitalisation boursière. Le volume monétaire global, c'est 89 000 milliards de monnaie circulante, selon la CIA. Et le Bitcoin, c'est 1 300 de monnaie circulante, hein, seulement. Et le Bitcoin, c'est 1 300 milliards de capitalisation. Et vous avez un géant comme ça, qui a été validé par la SEC. Ce qu'il a fait Très récemment, récemment. très récemment, ce qui a fait monter son cours à nouveau, on savait que ça allait se produire, hein, ça faisait pas de gorge chaude, on ne se demandait pas, mais est-ce que ça va être validé ou est-ce qu'on va recaler le Bitcoin? On était certain. Je parlais des États-Unis précédemment, régulièrement aux États-Unis, vous pouvez retirer du Bitcoin au guichet de retrait. Donc ça veut dire que les Américains eux-mêmes proposent sur leur guichet le concurrent du dollar, comment le présenter, le concurrent des monnaies fiat, en retrait. La Banque Centrale Européenne a, par l'accréditation, en tout cas la validation de l'existence, de la crédibilité et du sérieux des agences, des plateformes d'exchange, validé l'existence du Bitcoin. Donc à partir de là, vous avez tous les organismes les plus officiels du contrôle de système qui jusqu'à présent évitaient à tout prix qu'il y ait des concurrents en monnaie traditionnelle. Et si vous le faisiez, vous vous appeliez Bernard Madoff, vous partiez 120 ans en prison si vous créez un système pyramidal ou si vous créez des Oui, petites puis monnaies dans, qui... dans l'histoire, les monnaies privées n'ont jamais Voilà, abouti, hein. mais tout le monde y a pensé, je veux dire. Il fallait pas. Moi, ce qui me dérange, c'est le caractère à la fois crypto et monnaie des monnaies. Ce ne sont pas des monnaies puisqu'elles permettent pas de payer l'impôt. Aujourd'hui, si on vient frapper à votre porte en vous disant si vous ne payez pas vos impôts, on vous envoie en prison, vous pouvez pas dire j'ai du bitcoin, je vous le donne. Vous devez le faire passer en monnaie traditionnelle. Alors, je vous ai dit que vous étiez cohérent, et là, je vous trouve très paradoxal. C'est-à-dire que Dites-moi. bah, je comprends pas bien comment quelqu'un qui se dit libéral, voire sans doute libertarien, ne trouve pas le Bitcoin, ne trouve pas que c'est une idée géniale. Mais je suis libéral, je suis pas fanatique. Je suis pas religieux. Justement, moi, ce que j'aime, c'est comprendre et être libre. Et la liberté n'est pas de céder à n'importe quelle œillade ou tentation qui se présente sur votre chemin. Moi, quand je vous regarde très sincèrement, je vous dis une réalité, il y a quelque chose qui se trame derrière le Bitcoin qui n'est pas le récit que vous imaginez, que vous supposez, que vous entendez aujourd'hui. Si vous voulez créer une crypto-monnaie, bon, bah, très bien, moi je pourrais créer Géostratégie Magazine Monnaie. Je vais, sans parler de Monaco, même où il faudrait racheter une société, 500 000 ou 1 million d'euros, je vais, ou même pas à Andorre, à Madère. Je crée une SARL, ou une fondation, mais même une SARL, 1000 euros de statut constitutif, et je crée ma crypto-monnaie. Tom Benoît, je détiens Géostratégie Magazine Tom Benoît Monnaie. Coin, Tom Benoît Coin, TBC. ou Géostratégie Magazine Monnaie. Et vous avez quelqu'un derrière. Et si je fais quelque chose de répréhensible, je pars en prison, et on vient me chercher. Le Bitcoin, on le valide. Qui a signé le livre blanc? Vous savez pas. Donc moi, si je discute avec un banquier central aujourd'hui, aux commandes, que ce soit Powell ou Lagarde, la première question que je lui poserai, c'est Madame ou Monsieur, vous dirigez un système dont vous avez pour principale vocation de contrôler la stabilité et d'éviter que l'on puisse l'entraver. Vous avez validé l'existence, je peux pas dire d'une crypto-monnaie, d'un crypto-actif, d'une société, c'est pas une société, on ne sait pas, de quelque chose, d'un ovni financier qui est apparu dans le système, d'un satellite qui s'appelle Bitcoin. Avec qui avez-vous signé des documents? Comment ça se passe? Je pense qu'ils sont rassurés aujourd'hui par le fait qu'ils maîtrisent les intermédiaires.
Bah, qui sont-ils? Vous avez des noms? J'ai été consulté par le vice-président du Salvador, qui est l'un des rares pays, le seul même, qui a adopté le bitcoin comme monnaie officielle. Ils ont gardé le dollar également, mais ils ont adopté le bitcoin. Il y a 2 ans à peu près. On fait un rendez-vous, alors il parlait très mal français et on avait un traducteur et il me pose beaucoup de questions sur les crypto-monnaies, sur le système financier, c'était la première rencontre. Et moi je lui demande, je lui dis: «Mais lorsque vous avez, monsieur le vice-président, adopté le bitcoin, avec qui avez-vous traité?» Il a levé les yeux au ciel en réfléchissant, donnant l'impression de parler à Dieu un peu en me disant: «Mais» et il a été très étonné, il me dit: «Mais il y a pas d'interlocuteur» et il voulait dire qu'il y avait une dimension presque, c'est là, on peut pas faire autrement et ça, c'est le sentiment que nous avons tous. Évidemment que le bitcoin est là, existe, mais vous n'allez pas me dire qu'avec 1 300 milliards de capitalisation boursière, vous avez l'un des acteurs majeurs, les plus grandioses de notre temps, de cette décennie en tout cas, qui n'est détenu et qui n'est dirigé par personne. Ça n'est pas possible. Oui, mais vous vous souvenez comment a été créé le Bitcoin? C'est en 2008, Ah non, moi 2009, je me souviens 2010. pas. Je me Bah, souviens que c'est apparu à partir de la crise des subprimes par contre. exactement. Et donc, au moment où des gens, des personnes, alors qu'on ne connaît pas, effectivement, ont été déstabilisés par les autorités de finance. C'est-à-dire qu'ils ont dit La plus crise des jamais. subprimes s'abattait plus sur les États-Unis que sur le Japon, que je sache. Oui, mais ça a été créé en Californie. Enfin, en tout cas, sans doute en Bon, Californie. on y vient déjà, mais par un japonais, donc qui est allé en Californie créer le bitcoin. Oui, mais sur le principe, en fait, ok, les gars, on les connaît pas, mais sur le principe, on est bien d'accord que se dire, il faut que je trouve un outil pour Mais c'est gérer une la idée finance. géniale, je suis Ah, d'accord avec vous. voilà, on y Mais que ce arrive. soit une idée géniale, je suis d'accord, mais lorsque j'avais 15 ans, je l'avais cette idée. Et j'avais pas besoin que les crypto-monnaies existent, ou je veux dire que le caractère numérique existe. C'est pour ça que ce qui me dérange, c'est le caractère à la fois crypto et monnaie, c'est que sur le plan crypto, créer une monnaie parallèle qui est décentralisée, qui est pas régie par les gouvernements, par les banques centrales, c'est super, mais on n'a même pas besoin des outils numériques pour le faire. On aurait pu le faire il y a 20 ans, mais on ne pouvait pas. Jamais les autorités des marchés auraient autorisé ça. Et là, aujourd'hui, on l'a autorisé. J'ai été consulté un peu plus tard par le SICFIN de Monaco. Certain Michel Huneau, qui dirigeait le SICFIN, m'appelle en me C'est disant: le TRACFIN c'est monégasque. le Tracfin monégasque, absolument, qui a été démantelé entre-temps par rapport à des situations complexes à Monaco. C'est une autorité des marchés financiers monégasque qui a pris le relais de façon temporaire. L'ancien directeur général du SICFIN, ancien député français, Michel Huneau, me dit: il faut qu'on crée une cellule de lutte contre le blanchiment par crypto-monnaie. Ça portait principalement sur le blanchiment. Et il me demande un rapport sur les crypto-monnaies. Et on en arrive à une conclusion qui est quand même assez stupéfiante, c'est que aujourd'hui, à Monaco, vous passez la frontière avec une jolie montre, on vous demande quand même si c'est, alors celle-là, c'est une Tissot, elle coûte pas une fortune, mais si vous avez une Rolex à 200 000, 300 000 ou un Montblanc de collection, on vous demande un certificat, d'où ça vient. Vous passez avec des bijoux comme ça, on peut considérer que c'est potentiellement du blanchiment. Par contre, vous passez avec une clé Ledger, vous êtes parti en voyage à l'Est, par exemple, vous êtes en Russie, je veux dire, vous êtes entrepreneur français, même vous continuez à travailler avec la Russie parce que vous n'êtes pas sous l'effet des sanctions dans votre secteur d'activité, ou vous aviez du cash déjà payé, vous avez réglé vos impôts en Russie, aujourd'hui vous ne pouvez pas le faire venir. Vous n'êtes pas dans l'illégalité pourtant, c'est votre argent, mais ça passe pas, vous ne pouvez pas faire venir, vous ne pouvez pas faire un virement de Gazprom Bank vers la BNP. Je veux pas donner de mauvaises idées à ceux qui seraient dans cette situation, mais vous achetez une Je clé crois qu'ils les ont Ledger, eus, hein, si, ils les si ont je puis me eus. permettre. Vous achetez une clé Ledger, vous prenez du Monero, vous sortez, vous rachetez du Bitcoin, vous arrivez ici et que vous alliez à Monaco ou en France, vous récupérez de l'euro. Donc les crypto-monnaies sont un outil formidable de blanchiment aujourd'hui. Et le blanchiment, c'est quand même l'ennemi juré de toutes les organisations les plus officielles, y compris les banques centrales. Et ce que je suis en train de vous dire, c'est que les banques centrales elles-mêmes et les autorités des marchés ont laissé entrer un troublion qui va mettre à bas à la fois leurs privilèges d'émission monétaire, de gestionnaire de toutes les transactions et de capacité de contrôle du blanchiment. Et donc, quand vous dites ça, vous ne savez pas pourquoi.
Bah, c'est-à-dire que non, savoir pourquoi, je peux pas savoir pourquoi, j'ai Parce des qu'ils ne sont pas des gens complètement imbéciles, non, les non, pas gens du qui tout, bien s'occupent des sûr, banques centrales. pas du tout. Que les banquiers centraux soient conscients que la volatilité des monnaies fiat va être croissante et que le système est en train de péricliter, ça, c'est une certitude. Par ailleurs, qu'ils aient, laissé s'institutionnaliser un système qui redevient le système à la plus grande notoriété populaire, pour ainsi dire, pour pouvoir à l'avenir le contrôler avant qu'un système réellement libre et décentralisé apparaisse, c'est une supposition que je m'autorise. Mais ça n'est pas une certitude que j'ai. Merci beaucoup, ce sera la conclusion. Donc on l'a compris, même si les décisions des banques centrales n'interviennent pas encore directement sur nos comptes en banque, même si on a compris que ça allait sans doute arriver avec l'euro numérique, elles peuvent évidemment influencer nos vies et surtout donc leur rôle fait débat. Je crois que nous avons bien montré aujourd'hui que ça pouvait faire débat, qu'il pouvait y avoir des avis différents. Je vous invite à rechercher sur notre chaîne YouTube d'autres interviews sur ce sujet, on en a fait plusieurs, puisque nous avons comme principe de vous présenter le spectre le plus large possible d'idées sur un sujet pour vous permettre de vous faire votre propre opinion. Tom Benoît, merci beaucoup. Merci à vous. À bientôt. Merci à la chronique Agora de nous avoir accueillis une nouvelle fois dans leur magnifique studio. N'oubliez pas de télécharger gratuitement leur rapport, la meilleure alternative à la monnaie classique en temps d'inflation. Le lien est accessible dans la description de cette vidéo.